Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des livres et des lettres. Pour l'année 2025, j'avais en tête plusieurs défis lecture et l'un d'eux était de découvrir le livre Les Métamorphoses d'Ovide. Je n'en savais pas grand-chose, si ce n'est qu'il reprend plusieurs thèmes des mythologies grecques et romaines et que ces métamorphoses mythologiques ont inspiré de nombreux artistes. Avant de vous faire un retour sur ma lecture et sur quelques métamorphoses qui m'ont particulièrement marquée, faisons un point sur l'aspect historique de cette œuvre et sur son auteur. Donc les Métamorphoses sont un poème latin écrit par Ovide autour de l'an 1. C'est un très long poème puisqu'il fait environ 12 000 vers qui sont divisés en 15 livres, eux-mêmes retraçant plusieurs métamorphoses. Le projet d'Ovide était ambitieux puisque le livre débute à l'origine du monde d'après la mythologie et se termine à l'époque d'actuelle d'Ovide, c'est-à-dire le règne de l'empereur Auguste. Auguste qui, pour rappel, est né en 27 avant Jésus-Christ, mort en 14 après Jésus-Christ, et qui a succédé à Jules César à la tête de l'Empire romain. Ovide, quant à lui, est né en 43 avant Jésus-Christ à Sulmone en Italie, et il décède en 17 ou 18 après Jésus-Christ à Tomis en Roumanie. Il est né dans une famille aisée grâce à qui il pourra faire des études et également visiter Athènes à ses 18 ans, ce qui aura un impact sur ses écrits ensuite. Il entreprend initialement une courte carrière judiciaire en siégeant parfois au tribunal des décemvirs, une magistrature romaine. Puis il est rapidement attiré par la poésie et se lance à 24 ans avec Les Amours, publié en 19 avant Jésus-Christ. Il écrira ensuite plusieurs textes, Les Héroïdes, L'Art d'aimer, Les Remèdes à l'amour ou encore Les Phénomènes. En 8 après Jésus-Christ, Ovide est exilé à Tomis, en actuelle Roumanie, sur ordre d'Auguste. Plusieurs hypothèses expliquant ce geste sont avancées, mais Ovide nous le dit lui-même. 2 chefs d'accusation ont causé ma perte, mon poème est une erreur. Le poème en question, c'est L'Art d'aimer, le texte ayant possiblement été perçu comme inadéquat au conformisme et à la pruderie que Rome essayait d'instaurer à son peuple. Concernant cette fameuse erreur, une hypothèse principale se tient. Ovide, du fait de son admiration pour Pythagore, serait considéré comme avoir pratiqué la divination illégale à l'époque. Ovide passera donc le reste de sa vie à Tomis, il ne pourra jamais retourner à Rome. Il continue d'y écrire notamment des textes comme Les Tristes et Les Pontiques, dans lesquels il parle de la douleur de son exil. Il mourra loin de Rome et de sa famille, cette dernière n'ayant pas le droit de faire rapatrier le corps du poète. Ovide aurait donc été enterré à Tomis, mais sa tombe n'a jamais été retrouvée. À savoir que son bannissement a été levé par la ville de Rome en roulement de tambour 2017. Merci, vaut mieux tard que jamais. Revenons au texte qui nous intéresse, Les Métamorphoses. Inspiré des récits mythologiques grecs et romains, c'est Ovide lui-même qui crée ce terme de métamorphose. C'est donc, comme déjà dit précédemment, un long poème, mais on y retrouve également des caractéristiques de l'épopée ou encore de la tragédie. Certains duels approfondissent la psychologie des personnages, certaines histoires nous sont contées et le lecteur n'est pas un témoin direct. C'est donc un livre très riche, très dense, et si vous le lisez aujourd'hui, vous verrez bien vite que ça a été une source d'inspiration énorme depuis sa publication. Les références aux métamorphoses d'Ovide dans le monde artistique sont massives. Que ce soit des sculpteurs comme Le Bénin et sa fameuse sculpture d'Apollon et de Daphné, que vous pouvez voir à la Galleria Borghese à Rome, que ce soit des peintres comme Botticelli, Velázquez, Rubens ou encore plus récemment Dali ou Picasso, on retrouve des références absolument partout. Ce sont pour moi toutes ces inspirations artistiques, ces sculptures et ces tableaux qui ont fait que je me suis tournée vers les métamorphoses. Et j'ai découvert encore tellement d'autres références dans ce texte, j'y reviendrai plus tard, mais c'est un immense classique de la littérature. Et si vous aimez les arts et la mythologie, plongez-vous sans hésiter dans les métamorphoses, vous ne serez pas déçus.
Pour ma part, je n'ai pas été déçue, même si clairement ce n'est pas une lecture facile. J'ai lu l'édition du livre de poche avec la traduction de Marie Cosnay, traduction que j'ai trouvée très accessible et très actuelle. Il y a énormément de traductions de cette œuvre, vous vous en doutez, vous pouvez en trouver même datant de 1557. Celle de Marie Cosnay est la plus récente puisqu'elle date de 2017. Et si vous souhaitez vous lancer en latin, il y a aussi des éditions en langue latine à notre disposition. À savoir que le texte antique initial d'Ovide est disparu, mais qu'il y a beaucoup d'ouvrages du Moyen-Âge qui nous sont parvenus. Pour l'édition que je possède, celle du livre de poche, vous pouvez retrouver pas mal de notes de bas de page qui aident à la compréhension du texte, et il y a aussi à la toute fin de l'ouvrage un glossaire qui reprend une très grande partie des personnages cités et qui les replace dans la mythologie, qui rappelle les liens entre eux, et c'est vraiment très aidant dans la lecture. En parlant des différents personnages que l'on peut rencontrer dans les Métamorphoses, Ovide a bien sûr écrit son œuvre en utilisant les noms romains des dieux. Ce qui peut être un peu perturbant, surtout si, comme moi, vous avez plutôt l'habitude d'utiliser les patronymes grecs. Donc, Jupiter et Zeus, Neptune et Poséidon, Junon et Héra, Minerve et Athéna, etc. Certains sont désignés par plusieurs noms, ce qui est le cas d'Apollon. Forcément, c'était le seul à avoir la même dénomination en grec et en romain, il fallait donc lui trouver un autre pseudonyme pour nous embrouiller. Donc voilà, dans les Métamorphoses, Apollon est cité comme Apollon, mais aussi comme Phébus. Ça demande une certaine gymnastique de l'esprit initialement, et puis on s'y habitue. Ovide cite également beaucoup de lieux, des terres, des fleuves, des villes, en bref, des noms qui ne me parlaient pas du tout, mais ce n'est pas un frein à la lecture. Vous pouvez chercher chacune des références, une par une. Personnellement, je vous avoue que je ne l'ai pas fait. J'ai simplement fait des recherches sur les noms qui revenaient régulièrement. Par contre, pour étoffer ma culture générale, je me disais que ça pourrait être sympa de faire des vidéos YouTube où on reprend le texte ligne par ligne, en s'arrêtant justement sur les lieux, les noms et tout ce qui peut ne pas être évident à la première lecture. Possiblement que ce sera un projet qui verra le jour, on verra bien. Et pour continuer sur mon expérience de lecture, j'ai bien pris mon temps pour lire et savourer les Métamorphoses. Ce n'est pas un texte très facile à la lecture, même si la traduction de Marie Cosnay nous aide grandement. Ça reste un très long poème antique avec une succession de petites histoires. C'est un gros livre, il fait 500 pages et il n'y a pas de fil rouge, pas d'intrigue. Donc personnellement, je l'ai lu sur plusieurs mois, en lisant quelques Métamorphoses par-ci par-là. J'avais un rythme tranquille d'1 à 2 livres par semaine. La taille des 15 livres qui composent les Métamorphoses est variable, mais sur l'édition du livre de poche, ça représente environ 25 à 30 pages. J'aurais eu du mal, je pense, à ne lire que ça tout le temps, parce que c'est assez lourd par moment. Ça demande pas mal de concentration pour suivre qui est qui fait quoi, mais ça vaut le détour. J'ai découvert et redécouvert tellement de mythes, ça a vraiment été un plaisir. Et on va enchaîner avec un certain nombre de métamorphoses que j'ai aimées ou qui m'ont marqué lors de cette lecture. Et on débute avec le déluge. Donc on trouve tout un passage au début des métamorphoses qui traite du déluge, un châtiment divin lancé sur les hommes. Des pluies d'orage s'abattent sur la terre et anéantissent le genre humain quasi complètement, puisque dans le texte suivant, on nous présente les 2 humains survivants, Deucalion et Pyrrha, qui sont cousins et mariés. Dans le mythe d'Ovide, il demande à Thémis, la sœur aînée de Cronos et la tante de Zeus, comment repeupler la terre. Dans d'autres versions de ce mythe, notamment celle de Lucien de Samosate, un auteur romain de la fin des années 100, Deucalion et Pyrrha embarquent sur un radeau ou dans une grosse boîte, ça dépend du mot utilisé, avec leurs enfants et un couple de chaque espèce animale. Ça nous rappelle un autre livre très très connu, la Bible bien sûr. Dans les premiers chapitres de la Genèse, Noé embarque sur un bateau avec sa famille et plusieurs couples d'animaux conformément aux ordres donnés par Dieu. S'ensuit alors le déluge qui élimina toute espèce vivante sur terre, ne laissant que la famille de Noé et les couples d'animaux emmenés avec lui. On a donc ici le thème du déluge qui est assez récurrent, bien que présenté de différentes façons, comme un châtiment divin par Ovide et comme une catastrophe dont réchappe Noé grâce à l'aide de Dieu dans la Bible.
Le déluge, c'est vraiment un thème que l'on retrouve même bien avant ça, notamment dans l'épopée de Gilgamesh, un récit mésopotamien qui date du 8e-7e siècle avant Jésus-Christ. Et il y a une hypothèse qui avance que tous ces récits à propos du déluge seraient un souvenir commun de l'éruption de Santorin, qui a eu lieu vers 1600 avant Jésus-Christ et qui a provoqué un énorme tsunami en mer Méditerranée. Pour le mythe suivant, on va parler du mythe de Daphné, un grand classique, donc dans lequel Apollon tombe amoureux de la nymphe Daphné du Péné, après une malédiction lancée par Cupidon. Apollon s'étant moqué de Cupidon, celui-ci pour se venger décocha une flèche provoquant l'amour pour Apollon et une flèche provoquant la fuite pour Daphné. Apollon pourchasse Daphné qui le fuit encore et encore et qui finit par demander à son père de la sauver d'Apollon. Elle est alors transformée en laurier, ce qui explique l'attachement d'Apollon envers cet arbre par la suite. C'est de ce mythe que s'est inspiré le Bernin pour faire sa sculpture de marbre représentant Apollon et Daphné, qui est vraiment splendide et qui se trouve à la Galleria Borghese à Rome. Ensuite, on va parler du mythe de Callisto et d'Arcas. La nymphe Callisto est trompée par Jupiter, qui l'approche en prenant l'apparence de Diane et la viole dans les bois. Elle donne naissance à Arcas. Junon, qui est donc la femme de Jupiter, l'apprend, et furieuse, elle transforme Callisto en ours. Quant à Arcas, à l'âge de 15 ans, il chasse dans la forêt et tombe nez à nez avec sa mère. Forcément, il ne la reconnaît pas et essaye de la tuer. Il est retenu dans son geste par le tout-puissant Jupiter, qui envoie Arcas et sa mère dans le ciel et en fait des constellations voisines, la Grande Ourse et le Bouvier. À savoir que dans d'autres textes, Arcas est transformé en la constellation de la Petite Ourse. Je vais vous parler ensuite de mon personnage préféré de tout le livre, c'est Cadmus, dont j'ai beaucoup aimé les aventures. Initialement, Cadmus est à la recherche de sa sœur, Europe, enlevée par Jupiter, et il ne peut pas rentrer chez lui sans elle. Il demande aux oracles ce qu'il doit faire, et on lui répond de suivre une génisse et de fonder une ville là où elle se couchera. Bon, au début ça lui parle pas, et puis finalement il finit par effectivement croiser le chemin d'une génisse, la suivre, et à l'endroit où elle se couche, Cadmus décide de fonder sa ville, comme prévu par les oracles. Mais en premier lieu, il doit se battre contre Vipère, un immense serpent. Sur les ordres de Pallas / Athéna, il enterre les dents du serpent, et de celles-ci naissent des guerriers, les Spartes. Malheureusement, ceux-ci commencent à se battre les uns contre les autres devant Cadmus, et à la fin du combat, il n'en reste que 5. Les 5 qui aideront Cadmus à bâtir sa cité, Thèbes. Les histoires de Cadmus ne s'arrêtent pas là, on le retrouve plus tard dans le livre, mais je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. Ensuite, j'ai redécouvert le mythe de Narcisse et Écho. J'ai beaucoup aimé le redécouvrir parce qu'il est vraiment différent de ce que j'avais en tête. Narcisse est un garçon dont la mère a demandé à un oracle si son fils allait vivre longtemps et on lui a mystérieusement répondu « s'il ne se connaît pas ». Il s'avère que Narcisse devient très beau, mais lui n'est sensible à personne. De l'autre côté, nous avons Écho, une jeune fille maudite par Junon qui ne peut que répéter les derniers mots d'une phrase. Pourquoi cette malédiction ? Parce que Écho occupait Junon lors des tromperies d'Apollon avec des nymphes et que Junon a fini par le découvrir. Ça, c'est un terme très récurrent des métamorphoses, Apollon qui couche avec tout ce qui bouge et Junon qui est furax. Retournons à Écho qui tombe sous le charme de Narcisse, mais celui-ci la repousse. Narcisse s'amuse avec des nymphes, des hommes, et l'un d'eux finit par le maudire, qu'il soit amoureux lui aussi, sans posséder l'aimé. La déesse Rhamnonte acquiesce à cette prière juste. Alors la déesse Rhamnonte, c'est pas précisé dans le livre, mais c'est Némésis, la déesse de la vengeance. Finalement, Narcisse, lors d'une partie de chasse, souhaite s'abreuver à une source et tombe nez à nez avec son reflet. Il est lui-même stupéfié par sa beauté. Il se désire, il se trouve beau, il se veut lui-même. Et il le sait, il sait pertinemment que c'est sa propre image qu'il voit et il en meurt de désespoir.
Même dans les eaux du Styx en enfer, il essaye encore de se voir. Et là où on a retrouvé le corps de Narcisse, on a également retrouvé des fleurs blanches, appelées les narcisses en son honneur. Et je ne sais pas du tout d'où je sortais ça, mais j'étais persuadée que Narcisse se noyait en étant obsédé par son reflet dans l'eau. Mais même dans les autres versions du mythe, il meurt, mais il n'est pas question de noyade, de ce que j'ai lu. Donc je sais pas ce que j'ai été inventé, mais je pensais que c'était ça, le mythe de Narcisse, alors qu'au final, il meurt juste de chagrin de pas pouvoir se posséder lui-même. Ensuite, on va parler du mythe de Pyrame et Thisbé. Celui-ci m'a beaucoup interpellée et je pense que je m'en rappellerai très très longtemps. Pyrame et Thisbé sont deux jeunes gens du même village dont les maisons sont voisines. Ils sont amoureux, mais leurs familles respectives les empêchent de se marier. En fait, ils communiquent via un trou entre leurs deux maisons. Et un jour, las de la situation, ils décident de se retrouver en pleine nuit pour s'enfuir ensemble. Thisbé est la première à atteindre le lieu de rendez-vous. Malheureusement pour elle, une lionne approche, la gueule pleine de sang. Thisbé se cache dans une grotte mais perd son étoffe dans la fuite. La lionne s'attaque à l'étoffe qu'elle laisse couverte de sang avant de disparaître. Pyrame arrive à son tour et tombe sur l'étoffe ensanglantée de sa bien-aimée, bien sûr. Désespéré, le cœur brisé, persuadé que Thisbé est morte par sa faute en se rendant ici pour le retrouver, il prend son poignard et se l'enfonce dans le cœur. Thisbé finit par sortir de sa cachette et tombe sur le corps de Pyrame. Cœur brisé, elle aussi, elle prend le poignard et se suicide à son tour pour suivre son aimé dans la mort. Ça vous rappelle quelque chose, non ? Shakespeare s'est directement inspiré de ce mythe pour écrire Roméo et Juliette. J'en avais aucune idée, donc je vous laisse imaginer ma surprise quand je l'ai lu pour la première fois. Le mythe de Proserpine m'a également beaucoup parlé puisqu'il reprend un autre mythe. Pour rappel, Proserpine / Perséphone est enlevée par Pluton, le dieu des enfers. Elle est recherchée par sa mère, Cérès en latin et Déméter en grec. Cérès finit par se tourner vers Jupiter pour négocier le retour de sa fille. Celui-ci est incapable de la faire sortir complètement des enfers, car Proserpine a mangé un fruit défendu dans le jardin. Et rien que ça déjà, ça nous rappelle quelqu'un d'autre. Finalement, Jupiter arrive à négocier une semi-liberté pour Proserpine. 6 mois aux enfers et 6 mois avec sa mère. Cela provoque la joie de Cérès et cette joie apporte des cultures abondantes et une nature abondante. C'est donc un mythe qui explique le cycle des saisons et la période idéale pour les cultures. Et c'est une histoire qui ressemble fortement au mythe d'Ishtar qui est une déesse mésopotamienne. Et dans cette histoire, Ishtar souhaite descendre aux enfers pour en briser les portes. Pour cela, elle enlève un vêtement à chacune des portes de l'enfer et à la dernière porte, elle enlève sa tiare. Or, la tiare à cornes, pour les Mésopotamiens, c'est le symbole ultime de la divinité. Donc Ishtar perd ses pouvoirs divins en enlevant sa tiare et ne peut plus revenir sur Terre. Ce qui est un souci parce que c'est elle la déesse de la fertilité. Les autres dieux arrivent à la faire sortir en lui ordonnant de désigner quelqu'un qui restera aux enfers à sa place 6 mois par an. Ishtar y envoie son amant pour pouvoir sortir lors de la période du printemps et de l'été et ainsi permettre une bonne fertilité de la terre et de bonnes récoltes. Et donc ici on a quand même une thématique commune de l'explication des saisons par ces deux mythes qui ne sont pas du tout de la même époque, parce que pour le mythe d'Ishtar, on parle quand même d'un mythe mésopotamien qui date d'au moins 4000 ans avant Jésus-Christ. Bon, l'histoire suivante est franchement dégueulasse, c'était pour vous montrer que Ovide n'écrit pas que des mythes sympathiques sur la nature. On va parler du mythe de Philomèle et Procné. Philomèle et Procné sont 2 sœurs, et le mari de Procné viole Philomèle. Ça commence bien, mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il lui tranche la langue pour l'empêcher de parler et de tout raconter. Procné retrouve sa sœur, et arrive quand même à comprendre ce qu'il s'est passé. Et pour se venger, que fait-elle ? Tuer son mari ? Non, trop facile. Elle tue plutôt son propre fils et le sert à manger à son époux. Voilà, tout simplement. Ensuite, je voulais juste faire un arrêt rapide sur Hercule, qui a évidemment sa place dans les métamorphoses, et une belle place parce qu'il a le droit à énormément de synonymes pour sa seule identité. Ovide l'appelle Hercule, bien évidemment.
mais aussi Alcide, puisque c'est son prénom de naissance et qu'il a été renommé Hercule plus tard. Il est aussi nommé fils de Jupiter, fils d'Alcmène, parce qu'Alcmène est sa maman, et aussi fils d'Amphitryon, Amphitryon étant l'époux d'Alcmène et le père adoptif de Hercule. Il faut parfois un peu de culture générale pour réussir à suivre le texte, ou alors faire des recherches pour pouvoir suivre qui est qui. Perso, c'est ce que j'ai fait, moi, Alcmène et Amphitryon, je les avais pas. Et pour terminer, on va parler du mythe d'Achille et de Cygnus. Je ne saurais pas trop dire quelle image j'avais d'Achille avant de lire les Métamorphoses. Je ne suis pas une grande spécialiste de la guerre de Troie. J'ai vu le film Troie avec Brad Pitt et Orlando Bloom il y a bien longtemps, je ne m'en souviens vraiment pas trop. Et j'ai aussi le chant d'Achille de Madeline Miller dans ma pile à lire. Je ne me rappelle pas du tout donc si j'avais une bonne ou une mauvaise image d'Achille, mais dans le texte d'Ovide, c'est un grand malade. Nous avons Cygnus, fils de Neptune, un guerrier troyen connu pour être invulnérable. Achille le cherche pour se mesurer à lui. Ils se battent. Achille ne peut pas blesser Cygnus et ça le rend fou. Il le frappe, il le poursuit, il ne lui laisse pas une seconde et il n'arrive pas à le blesser, ce qui l'enrage encore plus. Cygnus, effrayé, finit par tomber dans sa fuite. Et Achille le maintient au sol. Comme il ne peut pas le blesser avec une lame, il saisit le casque de son adversaire et l'étouffe avec les lanières. Enfin, pour être plus précise, pour citer le texte, il lui coupe la respiration et lui broie la gorge. Voilà, j'ai peur d'Achille maintenant pour tout vous dire, et j'ai du coup très hâte de découvrir l'Achille dépeint par Madeline Miller parce que je ne suis pas certaine que ce soit le même. Et j'en ai terminé pour les métamorphoses dont je voulais vous parler. Il y en a vraiment des tas, j'aurais pu en parler encore, et je vous invite chaudement à découvrir l'œuvre d'Ovide pour poursuivre votre découverte. Je garde en tête ce projet de vidéo YouTube d'analyse du texte, et qui sait, peut-être verra-t-il le jour. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aurez appris plein de nouvelles choses. Je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes, et à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast des livres et des lettres.